Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin, pandémie de coronavirus oblige. Cet événement a été célébré en toute sobriété. Le traditionnel défilé militaire a donc laissé place aux réflexions. Développer davantage la filière viande, c'est l'objectif affiché par le gouvernement tchadien. Les autorités ont à cet effet conclu un mémorandum d'entente avec la société Arise. Et puis un point sur la situation épidémiologique en Afrique. Les chiffres donnés par les centres africains de contrôle et de prévention des maladies semblent encourageants. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'arrestation de 2 députés en Tunisie. Ils sont tous deux issus du mouvement Al-Karama qui s'était vivement opposé aux mesures fortes prises par le président Kais Saied le 25 juillet dernier. Il s'agit de Maher Zid et Mohamed Hafez qui ont été placés en détention provisoire. Une information confirmée ce dimanche par Sefdin Marlouf, le leader de leur parti. Les 2 parlementaires ont été arrêtés officiellement dans le cadre d'une affaire relative à un accrochage survenu à l'aéroport de Tunis au mois de mars dernier. Ils sont accusés d'avoir insulté des agents de la police aux frontières. Le Bénin célèbre ce dimanche les 61 ans de son accession à l'indépendance. C'est en 1960 que le président de la République du Dahomey, Hubert Maga, proclame l'indépendance du pays le 1er août. 61 ans plus tard, quel bilan en tirer? Élément de réponse avec notre correspondant Lefty Ounou. 1er août 1960, 1er août 2021, 61 ans que le Dahomey actuel Bénin accède à la souveraineté internationale. La gestion du pouvoir par les différents présidents de la République est relativement appréciée par le peuple. Après quelques années de pratique du renouveau démocratique, l'homme d'affaires Patrice Talon a succédé à l'ex-président Thomas Boni Yahi au terme d'une élection présidentielle inclusive et démocratique en 2016. Jadis berceau de la démocratie, le Bénin connaît une série de crises sociopolitiques de 2019 à 2021. Une situation née, entre autres, de l'application des réformes controversées du système partisan et du nouveau code électoral, mais aussi de la révision de la Constitution sous le gouvernement du président Patrice Talon. On a créé 2 partis, je pense ça, avant que les autres ne viennent, qui n'ont rien de différent en termes de valeurs qui rassemblent les gens. Ce qui les rassemble, c'est de travailler avec celui qui est là. Ils auraient dû faire un seul parti. Pourquoi 2? Donc c'est tout à fait factice. Il aurait été plus simple, dès le départ, de dire pas d'alliance de partis. Pas d'alliance de partis. Deuxième chose, si vous êtes député, si vous quittez le parti, vous quittez votre poste. Au total, 15 partis politiques disposent d'une existence légale dans le pays. Dans la perspective des législatives de 2023, des démissions de responsables et des départs de militants sont effectifs au sein des formations politiques de la mouvance et de l'opposition. La réforme du système partisan pose des problèmes que ceux-mêmes qui l'ont conçu et initié, on voit de leur côté les problèmes qui montrent que cette réforme doit être revue. Une réforme du système qui induit l'exclusion d'une bonne partie des formations politiques à des élections. Il y a problème. Si l'intérêt du peuple, l'intérêt des jeunes, des femmes, de ceux qui souffrent, sont pris en compte autour d'un dialogue vraiment ouvert, on trouvera les solutions pour régler tous ces problèmes pour pouvoir avancer. A noter que le 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin est célébré dans la sobriété en ce début du second quinquennat du président Patrice Talon. Cette commémoration de 2021 a lieu dans un contexte post-électoral où les leaders de l'opposition sont en prison attendant leur comparution et sont pointés du doigt des fondamentaux de la démocratie, entre autres la liberté d'expression et de presse, l'existence de l'opposition, la bonne gouvernance et l'indépendance de la justice.
Dans l'actualité également, le renforcement de la coopération bilatérale entre la Guinée et l'Angola. Plusieurs accords ont été signés entre les présidents João Lourenço et Alpha Condé. Des accords scellés à l'issue de la visite du chef de l'État angolais en Guinée. Selon le ministre guinéen des Affaires étrangères, Ibrahima Khalil Kaba, ces accords ciblent plusieurs domaines, celui de la défense et de la sécurité notamment, mais aussi celui de l'éducation, des mines, des transports ou encore de la santé. À noter que la prochaine réunion de la commission mixte Angola-Guinée doit se tenir à Conakry au mois de novembre. L'avenir du secteur postal face aux enjeux de la digitalisation, tel sera le thème du 27e congrès de l'Union postale universelle qui se tiendra du 9 au 27 août prochain à Abidjan. Le renouvellement des instances de l'UPU sera notamment à l'ordre du jour. Mildred Diamou. Du 9 au 27 août 2021, la Côte d'Ivoire va accueillir le 27e congrès de l'Union postale universelle, organisation qui rassemble 192 pays membres pour préparer l'avenir du secteur postal mondial. Ce congrès, qui se tient tous les 4 ans et qui réunira la communauté postale mondiale, se déroulera en Afrique pour la seconde fois dans l'histoire de l'organisme. Pour nous, c'est une fierté. Donc, c'est le lieu déjà de dire merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour tout le poids qu'il a mis dans l'organisation de ce congrès. Donc, c'est une fierté. Pourquoi? Comme vous dites, c'est la deuxième fois que le congrès a lieu en Afrique. La fois précédente, c'était en 1934, en Égypte. Une fierté que l'Afrique se soit reconnue à la Côte d'Ivoire, que les pays africains nous aient soutenus et surtout que tous les pays de la poste du monde entier aient décidé et aient voulu se retrouver à Abidjan du 9 au 27 août 2021, donc dans quelques jours. Organisé autour du thème « L'avenir du secteur postal face aux enjeux de la digitalisation », ce congrès va déboucher sur la nouvelle stratégie postale mondiale pour les 4 prochaines années, la digitalisation des services de la poste et surtout le renouvellement des instances de l'organisme à compter du 25 août 2021. Les travaux principaux, ce sera de voir comment la Poste va s'organiser, ou comment s'organise en tenant compte de la digitalisation des services postaux, et comment est-ce qu'on va traiter tout ce qui va tourner autour du commerce électronique, du e-commerce, puisqu'il y a des géants dans ce domaine-là qui ont bousculé le marché de manière positive, je veux dire. Donc voilà, il faut que les postes aussi soient positives et puissent faire face à ces nouveaux enjeux. Donc on pense que c'est une belle opportunité, ça permet aux postes d'avoir du potentiel, et puis je pense que quelque part, avec les envois de mandats, ça permet de faciliter les échanges entre les différents pays. Donc je pense que la Poste est un acteur important du secteur bancaire, du secteur financier, et je pense que tout ceci contribue à l'évolution du métier et à son devenir. Les acteurs de l'univers postal mondial souhaitent s'attaquer aux défis de ce secteur afin de renforcer le commerce électronique au milieu de la pandémie de Covid-19. Organisme spécialisé des Nations Unies, l'Union postale universelle est créée en 1874 avec son siège à Berne en Suisse. Ce congrès devait se tenir à Abidjan du 10 au 28 août 2020, mais il a été reporté en raison de la pandémie du coronavirus. Au Tchad, le gouvernement entend moderniser le secteur de l'élevage. C'est dans cette optique que les autorités ont signé le 29 juillet un mémorandum d'entente avec la société Arise. Ce partenariat va permettre de mettre en place la phase 2 d'une étude de faisabilité en vue de favoriser le développement de la filière viande. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, le gouvernement privilégie le partenariat public-privé pour accélérer la modernisation et l'industrialisation du secteur de l'élevage, à l'exemple de la signature d'un mémorandum avec la société Avice pour développer des zones industrielles spécialisées des produits de l'élevage. Un partenariat qui permettra au pays de tirer pleinement profit de ses ressources animales estimées à plus de 110 millions de têtes de bétail et limiter les exportations des bétails sur pied. À travers les activités connexes qui vont permettre de livrer des services, de commencer à exporter la viande Made in Tchad, de labelliser cette viande et tout ce qui a comme sous-produit, le lait, la peau et tout le reste qui peuvent être transformés et vendus sur le marché régional, le marché local, le marché international. Mais qu'à travers, et c'est très important pour moi de le dire, à travers l'arrivée de Arise au Tchad, c'est une option de crédibilisation de notre position. C'est une option de
d'assainir, de renforcer notre climat des affaires. Les commerces transfrontaliers du Tchad avec les pays voisins dans les domaines de l'élevage se font essentiellement par l'exportation des bétails sur pied, ce qui constitue une perte annuelle de plus de 300 milliards de francs CFA pour le trésor public. La réalisation des zones industrielles spécialisées dans la transformation des filières de l'élevage proposée par la société Arise permettra au pays de générer des ressources supplémentaires et de créer des emplois aux jeunes. La phase 2 des études en vue de la réalisation de zones industrielles spéciales pour le traitement, la transformation de la filière bétail en viande et en produits. C'est l'aboutissement de 2 années maintenant d'études et de discussions et de travail sur le terrain pour aboutir à ce protocole qui vise à une forte industrialisation de la filière bétail-viande. Pour rappel, l'élevage au Tchad, bien que basé sur la transhumance et les pratiques rudimentaires de production, contribue à environ de 40% du PIB du pays. Sa modernisation et son industrialisation pourraient permettre au pays de faire face à la crise économique et financière provoquée par les chocs exogènes. Qu'en est-il de la situation épidémiologique en Afrique? Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies livrent de nouvelles données à l'heure où beaucoup de pays se retrouvent submergés par la propagation du variant Delta. Face à cette situation, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Matshidiso Moeti, plaide pour une accélération de la vaccination. Nathalie Mou. À la 29e semaine épidémiologique en Afrique, une baisse de 15% des nouveaux cas de Covid-19 a été enregistrée par rapport à la semaine précédente. Les nouvelles infections se sont élevées à 238 000 selon des chiffres des centres africains de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC. L'Afrique australe est la région la plus touchée, tandis que l'Afrique centrale a connu le nombre de nouveaux cas le moins important sur la période étudiée. Notons que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en Égypte a connu la baisse la plus significative, soit 32% en moyenne, au cours des 4 dernières semaines. Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies continuent de soutenir les pays dans leur plan de riposte contre la pandémie de Covid-19. Durant la deuxième vague, nous avons mis en place ce que nous avons appelé les swap teams et nous les avons déployés dans plusieurs pays. À l'examen des chiffres de Africa CDC, l'on note une hausse du nombre de décès sur le continent, fait qui montre un contraste avec l'inflexion de la courbe des néo-infections sur le continent. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le Covid-19 est devenu plus mortel en Afrique au cours du mois dernier, 80% en moyenne de décès enregistrés. L'inéquité dans l'accès aux vaccins est mise en cause. Il est crucial que les pays augmentent leur capacité vaccinale afin d'atteindre le plus de personnes possible, ce qui implique la mobilisation de moyens financiers, logistiques et humains nécessaires à la gestion des campagnes de vaccination. Il est aussi question de sensibiliser les populations qui ont une mauvaise perception de la vaccination et celles qui sont mal informées sur le sujet. Selon les chiffres récents des Africa CDC, 31% des pays membres de l'Union africaine connaissent une troisième vague de la pandémie de Covid-19. 23% des pays vivent une troisième vague plus difficile que la précédente. 2 pays connaissent une quatrième vague, à savoir l'Algérie et la Tunisie. 21 pays africains sont actuellement touchés par le variant Delta. Il était l'un des cofondateurs du groupe Kassav. Le chanteur et guitariste Jacob Desvarieux s'est éteint le 30 juillet des suites du coronavirus. Âgé de 65 ans, l'emblématique figure du collectif antillais laisse derrière lui un héritage musical notable qui a fait vibrer plusieurs générations. Corinne Kamzefem. Une énergie sur scène qui ne pourra plus jamais distiller.
Jacob Desvarieux est décédé ce 30 juillet à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, des suites de Covid-19. Son héritage culturel est immense. Chanteur, guitariste, arrangeur et producteur français, il est surtout l'un des cofondateurs du célèbre groupe de musique Kassav. Jacob Desvarieux, qui vient de nous quitter, était un immense artiste, ça c'est universellement reconnu. Un homme qui avait à cœur de défendre les identités, nos identités, les identités caribéennes, les identités africaines. Et en ça, il a été avec Kassav notamment un des marqueurs de ces mouvements. Né le 21 novembre 1955 à Paris, Jacob Desvarieux sera très tôt entraîné par la passion du voyage de sa mère. Sa maman, il me disait ça lors d'une interview, sa maman avait toujours eu envie de vivre en Afrique et le premier pays où il a atterri, où elle a atterri, c'était le Sénégal. Donc Jacob avait 4 ans et donc il a grandi au Sénégal. C'est un petit Wolof, c'est un petit Africain. Rentré en Europe et après des débuts timides en musique, il cofonde en 1979 avec Pierre-Édouard Décimous le groupe Kassav avec d'autres voix qui deviendront célèbres comme celle de Jocelyne Berroat. Jacob, c'est une grosse perte immense pour nous artistes et aussi pour le public parce que Jacob, c'était une figure emblématique du groupe, ils étaient plusieurs, il en fait partie. Et moi, je pense personnellement que Kassav a apporté beaucoup de choses dans la musique urbaine. Non seulement c'était un des très très bons musiciens, mais c'est aussi de très grands communicants qui savaient comment donner la joie aux gens. Et la perte de Jacob, c'est une grosse perte. Les tournées commencent en 1982. Jacob Desvarieux et son groupe inventeur du zouk deviennent leaders de la scène antillaise. Il aimait bien rappeler au public les origines africaines de ce rythme que le groupe Kassav a réussi à imposer sur la scène mondiale. La définition, je dirais que c'est un peu comme les gens qui la font, quoi. Ce sont des Africains, on va dire. C'est une grosse racine africaine. Et puis, il y a un petit peu de tous les gens qui ont colonisé le coin. C'est ce qui fait la Caraïbe, en fait. La Caraïbe, c'est ça, ce sont des Africains avec un petit peu de la culture de leurs colons. Le succès de Kassav est au rendez-vous, notamment avec le titre Zougla Sessel Médicamanouni. Concerts au Zénith et récompenses s'enchaînent. Une vingtaine d'albums à leur actif. La carrière solo de Jacob Desvarieux va également s'épanouir, avec plusieurs albums, la création en 1987 du concours de chant Le Rêve Antillais. En Afrique, il va collaborer sur de nombreux projets, du Cameroun en Tunisie en passant par le Bénin. Jacob Desvarieux aura œuvré à l'essor de styles musicaux riches de cultures diverses. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.